Alors, retournons avec notre débat d'aujourd'hui, les manuscrits. Et j'étais en train de parler avec Dr Ayman Fouad Saïd, professeur d'histoire islamique, qui va nous jeter plus de détails sur les manuscrits, notamment les manuscrits islamiques. Alors, avant d'enchaîner avec vous notre débat d'aujourd'hui, j'aimerais savoir comment s'est développée votre relation avec les manuscrits. Ah, mon relation Oui, moi-même. oui. Ah, oui, c'est très ancien. Oui. Non. Ça remonte quand j'étais encore étudiant en secondaire, Oui. avec mon père, le regretté mon père, Fouad Saïd, qui était le conservateur de manuscrits à la Bibliothèque nationale du Caire, d'Égypte. Oui. Alors j'ai pris beaucoup d'idées sur ce que ça veut dire manuscrit, et j'ai fait beaucoup d'études, de recherche, pas de recherche, mais de gawlat, de tournées oui. dans la Bibliothèque nationale du Caire. Oui. J'ai vu les manuscrits et les gens qui s'intéressent à l'étude du manuscrit pour cataloguer ces manuscrits, pour éditer édition critique de ces manuscrits, le contenu. Alors, ça remonte à une date très ancienne, mes connaissances concernant les manuscrits arabes islamiques. Oui. Mais après, moi-même, j'ai fait beaucoup d'études sur les manuscrits. Premièrement, comme faire des catalogues de manuscrits quand j'étais à l'Institut des manuscrits arabes du Caire. Et après, avec l'Institut français d'archéologie orientale, je fais le catalogue du fonds de manuscrits qui se trouve à la bibliothèque de l'Institut français. Puis, quand j'ai été nommé comme directeur de la Bibliothèque nationale égyptienne, après les années 1992, et jusqu'à maintenant, je suis encore membre dans beaucoup de sociétés, beaucoup de centres qui s'intéressent aux manuscrits, soit en Égypte, soit ailleurs. À l'étranger. Surtout le TIMA, the Islamic Manuscript Association à Cambridge, où je suis nommé comme membre scientifique depuis 2006. Alors, tout d'abord, ou plutôt enchaînons avec les défis. Alors, quels sont les défis qui affrontent les chercheurs dans le domaine des manuscrits et comment ces chercheurs pourront-ils surpasser ces défis? Regardez, les manuscrits, il y a deux genres d'études pour les manuscrits. L'état physique de manuscrits, quel est le support, les papiers, le parchemin, le papyrus, l'encre, l'écriture, la paléographie. C'est un domaine qu'on appelle l'étude codicologie des manuscrits. Puis, il y a l'étude qui s'intéresse au contenu des manuscrits. Et c'est d'après l'intéressant du chercheur, s'il est historien, s'il est quelqu'un qui travaille sur la littérature arabe, travaille sur la théologie, travaille n'importe quel genre d'études. Le texte même, le contenu. Alors, si quelqu'un s'intéresse aux états physiques, l'autre s'intéresse à la contenu du manuscrit. Et ce sont des études complètement différentes. Et le plus important, c'est l'édition de textes, l'édition critique des textes anciens, d'après lequel on peut faire toutes nos recherches concernant l'histoire islamique ou l'histoire de la littérature, l'histoire de la théologie, l'histoire du fiqh, n'importe quel genre d'histoire, l'histoire de la science, la médecine, la pharmacie, l'ingénieur, la géométrie, tous ces genres-là. Ça dépend qu'on sache très bien quelles sont les sources importantes, et nous avons encore des guides qui nous aident à savoir toutes ces sources, comme par exemple l'ouvrage de Karl Brockelmann. C'est un ouvrage composé en Allemagne qui s'appelle Geschichte der arabischen Literatur, ou l'histoire de la littérature arabe. Là-dedans, on peut savoir où se trouvent les manuscrits, en classification par matière, classification géographique et classification historique. Oui.
Alors, puisque vous êtes professeur en histoire islamique, alors je vais saisir l'occasion que vous soyez avec moi aujourd'hui pour vous poser cette question. Alors, comment pourriez-vous distinguer entre les faux manuscrits et les manuscrits réels et authentiques? On ne peut pas dire qu'il y a des choses comme ça, pareil. Mais toutes les sources que nous avons écrites à la main, qu'on appelle manuscrits, nous avons deux façons, deux sortes de ces manuscrits. Nous avons les livres écrits par des auteurs qui sont des manuscrits, et nous avons encore les documents. Et les documents, c'est un peu différent de sorte du... Ils sont écrits par d'autres gens qui ne sont pas les écrivains eux-mêmes. Non, les documents, ce sont des choses officielles sorties par le gouvernement. Oui. Les documents officiels. Oui. Mais les manuscrits sont des livres qui ont un titre et un auteur. Oui. Et d'après ces livres, on peut faire toutes nos recherches, comme par exemple si on prend le domaine de l'histoire, par exemple. Oui. Si nous n'avons pas les sources qui remontent à l'époque abbasside, aux Fatimides, à l'époque des Toulounides, ou des Mamelouks, ou des Ayyubides, on ne peut pas rédiger aucune histoire de ces dynasties. C'est seulement à cause que nous avons plein de sources qui remontent à cette époque. Alors ça dépend qu'on fait des éditions, des éditions critiques de ces sources pour être prêts à utiliser pour faire toutes ces recherches scientifiques. Oui. Quels sont les manuscrits les plus importants sur lesquels vous avez étudié ou bien révisé? Étudier, il y a plein, parce que j'ai fait beaucoup d'études concernant l'histoire des Fatimides, l'histoire des Mamelouks, l'histoire d'Égypte, l'histoire de la science, plein de manuscrits. Mais comme je suis un éditeur de textes anciens, j'ai fait 3-4 éditions très importantes, distinguées. Le plus important, c'est l'édition critique de l'ouvrage de Makrizi concernant la topographie des capitales musulmanes de l'Égypte depuis la fondation de Fustat jusqu'à le moitié du milieu 9e siècle, 15e siècle. Et cet ouvrage, c'est un ouvrage très important et on a plein de manuscrits qui a dépassé les 170 manuscrits, mais j'ai réussi à choisir parmi ces manuscrits des manuscrits holographes, c'est-à-dire écrits à la main de l'auteur, ou bien des manuscrits apographes, c'est-à-dire écrits d'après l'holographe de l'auteur. Et d'après ces manuscrits, j'ai réussi à donner une édition critique importante de l'ouvrage de Makrizi en 5 volumes, paru à Londres dans la fondation Al-Furqan. Et autre texte important concerne la classification du savoir arabe islamique jusqu'à la fin du 4e siècle de l'Hégire, 10e siècle. C'est l'ouvrage Kitab al-Fihrist, ou le livre de... C'est un terme, on peut l'utiliser toujours, al-Fihrist, où il a fait classer, on fait une classification de toutes les sources arabes écrites, soit écrites en arabe ou traduites d'après le grec ou le syriaque ou le sanskrit. Et c'est à peu près, il y a là-dedans plus de 8000 titres qui ont été faits jusqu'à la fin du 4e siècle de l'Hégire, 10e siècle de Jésus-Christ. Et ça, c'est un texte très important. Ça remonte au 4e siècle de l'Hégire, tandis que l'ouvrage de Makrizi remonte au 9e siècle de l'Hégire. Entre les deux, j'ai fait d'autres éditions de textes concernant l'histoire de l'Égypte musulmane, surtout à l'époque fatimide. Le premier, la première source, c'était la chronique, le volume 40 de la chronique d'Égypte de Al-Musabbih. C'est un historien qui a vécu à l'époque fatimide, surtout les 50 premières années de l'histoire fatimide en Égypte. Il a fait un ouvrage de 40 volumes. Malheureusement, on n'a pas reçu que le volume 40. Seulement. Seulement. Et cet volume, là où je donnais l'édition, sont perdus.
comme d'autres ressources qui sont malheureusement. perdues, Oui, oui. mais on peut faire établir le texte d'après ce qui était écrit par les tardifs. Oui, oui, oui. Et l'ouvrage était encore sous les mains des historiens tardifs. Ils ont copié plein de textes d'après ça, oui. et on peut établir le texte d'après les anciens textes. Oui. Oui. Alors, est-ce qu'il y a encore des manuscrits arabes qui sont inconnus ou bien qui sont, on peut dire, qui ne sont pas encore découverts dans les bibliothèques? Dans les bibliothèques, la plupart des bibliothèques, il y a des catalogues. Et d'après ces catalogues, on peut savoir ou connaître de quoi consistent ces manuscrits. Oui. Mais quelquefois, peut-être il y a des fautes faites par les gens qui font le catalogue, qui donnent un titre qui n'est pas exact ou le contraire. Mais il y a quand même des recherches, des gens qui on peut trouver des sources inconnues ou bien des sources anonymes, parce qu'on a beaucoup de sources, on ne sait pas qui est l'auteur et qui est le titre. Mais si on peut savoir comparer ça avec d'autres textes, on peut prendre une idée quel est l'auteur ou bien ça remonte à quelle date. Oui. Alors, ce sera, on peut dire, sa même façon d'écrire, son même style. Vous pourriez alors le sujet, ou bien le sujet, où il y a par exemple des compilateurs tardifs qui ont pris des textes d'après ce livre, on peut comparer. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que les manuscrits préservent l'histoire, préservent l'identité de la nation islamique et arabe? Alors, comment ces manuscrits peuvent-ils préserver l'identité arabe et musulmane? Oui, c'est écrit en arabe, c'est fait dans tous les pays, les capitales qu'on savent, depuis Bagdad, Damas, Le Caire, ainsi de suite, ou bien à Cordoba, à Ishbilia. Alors ça remonte à toutes ces périodes, à toutes ces divisions géographiques et couvre toutes les sections de domaine, sections du savoir musulman, histoire, littérature, grammaire, théologie, n'importe quoi, histoire des sciences, toutes les études. Avicenne, Averroès, Biruni, Khwarazmi, tous ces auteurs importants, que c'était des sources pour la civilisation européenne. Oui. Comme les Arabes ont traduit les sources grecques en arabe, en même temps, au moment du XVIe siècle, XVIIe siècle, ils ont traduit les sources arabes en latin. Oh, oui. Il était comme base pour la civilisation. La civilisation européenne. Oui. Oui. Alors, un sujet très important qui se pose actuellement, alors on voit la technologie et on peut dire même l'intelligence artificielle, on voit, oui, alors c'est devenu comme, on peut dire, une mode. Alors, même on voit les jeunes qui utilisent très bien ces genres de technologies nouvelles, modernes. Comment ces technologies modernes pourraient-ils aider à bien maintenir les manuscrits, ou comment les manuscrits ont pu se servir de ces technologies nouvelles? Non, on peut seulement l'utiliser pour mieux conserver les manuscrits. Mais pour lire les manuscrits ou pour faire des éditions critiques ou des choses comme ça, c'est difficile. Oui. Alors, mais pour conserver bien les manuscrits, pour l'état physique de manuscrits, les papiers, par exemple, les supports de manuscrits sont ou bien des papyrus, des parchemins et des papiers. Et un peu tard, des papiers filigranés qui remontent à la période européenne. Pour conserver ça dans les bibliothèques, on peut utiliser ce que vous venez de dire. Oui. Mais pour éditer et pour lire, c'est difficile.
Comme base de données, est-ce que ça va servir? Oui, peut-être qu'on base de données encore, on peut faire ça pour faire par exemple un catalogue essentiel pour toutes les sources manuscrites qui se trouvent. Oui. Mais ça dépend qu'il y a des catalogues déjà faits pour toutes les bibliothèques qui se trouvent dans le monde. Malheureusement, peut-être les bibliothèques européennes, on a des catalogues, quelques bibliothèques des pays en Orient, mais il y a plein de bibliothèques privées où on ne sait pas quel est le contenu. Oui, malheureusement, oui. Alors, pensez-vous que les institutions arabes déploient, on peut dire, déploient suffisamment d'efforts pour sauvegarder les manuscrits qui se trouvent dans le monde arabe? Ah, évidemment, la plupart ont fait ça et on fait de la microfilmée la plupart et maintenant il y a digitalisation de ces manuscrits et se trouvent dans des bases de données qui se trouvent sur Internet quand même. Oui, oui. Et c'est pour cela pour mieux utiliser ces sources parce qu'elles sont très importantes pour toutes les études faites sur tout ce qui concerne la civilisation arabo-islamique. Oui. Alors, malheureusement, le temps a coulé vite et je tiens à vous remercier infiniment. Merci bien. Merci à vous, professeur Dr Ayman Fouad Sayed, professeur d'histoire islamique, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui, merci. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on passe à un autre sujet, c'est Ras Sedr qui est situé sur la rive orientale du golfe de Suez et au sud de la région de Ayoun Moussa, un site distingué au tourisme écologique. On peut dire que les sports de la plongée et de la natation peuvent y être exercés et les aventures du safari y sont assurées. Le point avec Shahinaz Ismail.